L'exploitation de l'espace par l'homme génère depuis 1957, année du lancement du premier satellite artificiel, des débris spatiaux. Cette population d'objets, dite population orbitale, s'accroît d'année en année. Il y a eu une compétition entre Américains et Russes lors de la conquête spatiale, ce qui a multiplié les lanceurs et satellites en orbite. La masse de ces débris augmente également de façon continue de 120 tonnes chaque année. La forte réduction du nombre de lancements annuels, passant de 140 en 1967 à 52 en 2005, et l'application de mesures internationales visant à réduire le nombre de débris orbitaux, mises en place depuis 2002, n'ont pas eu grand effet, si bien que la pollution de l'espace continue de s'accroître. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'environnement autour de la Terre. La Terre possède une atmosphère, fine enveloppe de gaz, mais il n'existe pas de limite précise entre l'atmosphère et l'espace, puisque les couches supérieures de l'atmosphère varient constamment. Ceci est dû à l'attraction de la Lune ainsi qu'au vent solaire. On distingue trois types de trajectoires autour de la Terre, des déchets et des satellites. La première, l'orbite basse. Les orbites basses se situent entre 160 et 2000 km. Nous retrouvons la station spatiale de l'ISS, Hubble, ainsi que les satellites pour les imageries terrestres et l'espionnage. Deuxième type, les orbites moyennes allant jusqu'à 35 000 km. Celles-ci sont occupées essentiellement au niveau des 20 000 km par les satellites GPS et de positionnement. Et enfin, la dernière, l'orbite géostationnaire, à exactement 35 786 km. Elle est scientifiquement définie puisque un satellite se trouvant ici tourne à la même vitesse que la Terre, ce qui fait qu'il apparaît fixe depuis la Terre. Cette caractéristique est essentielle pour les satellites radio, de télé, de communication, téléphone mobile, etc. Ces places sont très recherchées et ils sont donc très chers. Nous parlons donc aujourd'hui des déchets, notre sujet. Il existe pour chaque orbite une orbite cimetière, où se trouvent les déchets et les satellites hors d'usage. Celle-ci, pour les orbites basses, se situe à 2900 km. Pour les orbites moyennes, elle se situe à 20 000 km, c'est-à-dire où se concentrent tous les autres satellites. Et pour l'orbite géostationnaire, elle se situe 300 km, un peu plus d'altitude. On distingue plusieurs types de déchets spatiaux: les lanceurs, les résidus de combustion, les déchets d'exploitation, les satellites hors d'usage, les déchets de fragmentation et l'érosion spatiale. Tout d'abord, les lanceurs. Ces structures de grande dimension, comprenant un moteur et des réservoirs d'ergols, sont abandonnées en orbite après séparation, souvent à une altitude importante. Les résidus de combustion. La plus importante source de déchets dans l'espace résulte de la combustion des moteurs à poudre employés dans les étages supérieurs des lanceurs, particulièrement pour injecter les satellites sur une orbite de transfert. L'instabilité de la combustion, surtout en fin de poussée, provoque l'éjection de nuages de particules résiduelles d'alumine, principalement sous forme de poussière. Les déchets d'exploitation. Dans cette catégorie sont regroupés les différents éléments de fixation et de protection d'un satellite pendant sa phase de lancement, et les dispositifs de séparation qui sont éjectés dans l'espace au moment de son déploiement. On trouve également des outils, des équipements et des fournitures diverses volontairement jetés par les astronautes ou accidentellement échappés lors de sorties extravéhiculaires. Les satellites hors d'usage. La durée de vie des satellites, c'est-à-dire leur période d'activité utile, varie de 1 à 10 ans en orbite basse et moyenne et de 4 à 15 ans en orbite géostationnaire. Les déchets de fragmentation. Les explosions accidentelles. Chaque explosion ajoute des centaines, voire des milliers de déchets à l'environnement spatial, appelés déchets de fragmentation. Les déchets de fragmentation sont aussi produits par des collisions accidentelles entre satellites actifs ou déchets, ou entre déchets et déchets, ou encore entre satellites hors d'usage et déchets. Toutes les combinaisons de collisions sont possibles. Il y a aussi les destructions volontaires. Au moins 56 satellites ont été délibérément détruits depuis 1964. Il s'agit de satellites militaires. Pour finir, l'érosion spatiale. L'environnement orbital érode les peintures de revêtement et les surfaces externes des engins spatiaux, températures extrêmes,
rayonnement ultraviolet généré par le Soleil, rayonnement ionisant associé au vent solaire et aux ceintures de radiation autour de la Terre, oxygène atomique en orbite basse, micrométéorites naturelles et déchets spatiaux arrachent des particules qui deviennent elles-mêmes des déchets possédant une forte énergie cinétique. Nous connaissons de plus en plus de cas d'impact de satellites ces derniers temps. Tout d'abord, avec le satellite Cerise en 1996, prototype militaire français qui, peu de temps après sa mise en service, fut percuté par un débris et mis hors d'usage. Ces derniers temps, ce phénomène s'est accéléré, notamment avec la destruction volontaire des satellites chinois Feiyong 1C, qui causa plus de 3500 débris dans les orbites basses, dont 3000 sont encore présents. Ou alors la collision entre Iridium 33, satellite de communication américain, et Cosmos 2251, satellite de communication russe. Leur percussion causa plus de 2000 débris dans l'atmosphère, dont 1000 sont encore présents dans les orbites. La force considérable des débris s'explique par la relation de l'énergie cinétique qui est égale à 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. En effet, avec une vitesse moyenne de 10 km/s, les débris ont un potentiel destructeur énorme. Il est prioritaire de réfléchir à des solutions pour détruire ou récupérer les déchets en orbite. C'est désormais le travail de plusieurs équipes de chercheurs dans le monde qui ont même déjà effectué des essais. Depuis 2017, un vaisseau japonais avec un dispositif nettoyeur a été envoyé dans l'espace. Une grande perche de 700 mètres aurait dû se déployer et attirer les petits déchets par effet électromagnétique et les rabattre vers la Terre. Cet essai s'est finalement conclu par un échec. D'autres tentatives du même genre sont programmées pour valider la technique. Les ingénieurs ont aussi imaginé d'autres dispositifs comme des filets de récupération qui pourraient permettre de capter un maximum de débris spatiaux grâce à des vaisseaux poubelles. Le but, grâce à des remorqueurs, pouvoir accélérer la descente des déchets dans l'atmosphère pour qu'ils se désintègrent. La problématique des déchets spatiaux est encore loin d'être résolue. De plus, si l'on en croit la théorie Kessler, il serait impossible aujourd'hui, vu le nombre de déchets, d'épurer tout ceci de l'espace. L'espace est animé par des enjeux militaires, scientifiques et commerciaux. Les déchets y posent des problèmes multiples. La sécurité des activités spatiales est compromise par la prolifération et la connaissance fragmentaire du nombre et de la trajectoire des déchets existants. La réduction à la source des déchets dans l'espace est possible si l'ensemble des états de lancement et des exploitants de satellites prennent conscience de la gravité du problème et des risques associés. La responsabilisation de tous les acteurs doit être accélérée par la concertation internationale. Le financement des recherches sur les modalités de capture ou de neutralisation des plus gros déchets susceptibles de se fragmenter en des millions de microdéchets projectiles pourrait être en partie assuré par un fonds alimenté par tous les usagers de l'espace, en premier lieu les exploitants de satellites commerciaux. Le problème est là, faisons face ensemble.